à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du lien entre l'art, la culture et le luxe. Je suis vraiment ravie d'être là. Moi, je m'appelle Clara Depiré. Je dirige le pôle luxe de l'agence Nelly Rodi. Nelly Rodi, c'est une agence de tendance et de prospective spécialisée en stratégie de marque pour les industries créatives. Et la culture est au cœur de notre ADN pour nous aider à accompagner les différentes marques avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc cette table ronde, elle a pour thématique justement de découvrir le mythe, l'imaginaire autour de l'art et de la culture, ses liens avec les marques de luxe. Et j'ai le plaisir d'être avec Carole Lambert et Aurélien Arbet. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour. On est vraiment ravis de cette discussion, donc de cet échange avec vous. Carole, vous êtes fondatrice de Lambert Lambert et de la Galerie Lambert. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus qui vous êtes, quelles sont vos deux activités et comment le lien avec la culture est venu tout de suite dans votre vie? Bon alors, bonjour. Je suis très contente d'avoir été invitée. Alors effectivement, je suis fondatrice de la société de production et de représentation d'artistes, essentiellement photographes, mais pas que. J'ai des set designers et des directeurs artistiques et des stylistes. Donc je représente et je produis des images. Et la particularité que nous avons chez Lambert Lambert, c'est que nos artistes ont souvent fait des études d'art contemporain, alors soit les beaux-arts, soit les arts déco, soit des écoles un peu plus atypiques que des écoles classiques de formation artistique. Ce qui fait ils ont une approche artistique un peu différente. Nous travaillons essentiellement dans le domaine du luxe, 95% de mes clients, et aussi dans le domaine de la presse, comme le groupe Condé Nast, Harper's Bazaar, Vogue, etc. Et il y a 3 ans, j'ai monté une galerie d'art qui pour moi était une évidence. C'est un peu le prolongement de mon travail commercial. Je donne une porte ouverte pour présenter des artistes, alors soit qui sont dans mon agence, mais pas seulement. J'ai montré d'autres artistes en fonction de mes choix, de mes goûts et de mes rencontres. Voilà. Et donc, tout ça, c'est un doux mélange, puisqu'on travaille, nous, comme je disais, 95% avec des clients de luxe, des grandes maisons comme Chanel, Vuitton, beaucoup en Italie et aux États-Unis. Et on va y revenir. Aurélien, vous êtes cofondateur et directrice de la création chez Etudes Studio. Donc on sait que la culture est vraiment au cœur aussi de votre marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre approche artistique ? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Clara. Donc oui, je m'appelle Aurélien Arbet. Je suis cofondateur et directeur de création de la marque Etudes Studio, qui est basée à Paris, fondée en 2012. La marque est plus qu'une marque. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de nous, c'est comme ça qu'on s'y réfère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on fait des créations de mode. On a des collections qui sont présentées chaque saison dans le cadre de la Fashion Week à Paris. Mais également, on a une activité multidisciplinaire, à savoir qu'on édite des livres autour de la photographie contemporaine. Et on travaille aussi également en tant que directeur de création pour d'autres marques, d'autres institutions, où on propose notre savoir-faire, notre créativité, notre vision pour différents types de projets qui souhaitent faire appel à nos services. Donc voilà, donc c'est une activité comme ça qui, dès le départ, était pluridisciplinaire, d'où le nom Etudes Studio. On est assez... ce terme studio pour nous est assez important parce qu'effectivement on n'est pas une maison, on n'est pas un label, on n'est pas un collectif, on est bien un studio. Et ça veut dire qu'effectivement au quotidien on expérimente, on réfléchit, on innove, on propose et on crée des ponts entre différentes disciplines. Et je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui tous ensemble. Oui, exactement. On sait que le luxe repose sur un imaginaire fort. Dans quelle mesure, pour vous, les collaborations justement avec les artistes peuvent alimenter le discours culturel des marques ? Aurélien ou Carole ? Ce serait bien de regarder des exemples, non, pour ça. Parce que, à moins que tu... Non, mais... Hein, voilà. Alors...
Alors, bon, moi, je t'en ai parlé. Il y a des collaborations qui sont quand même assez extraordinaires dans le temps. Celle-ci, attends, je vais me pousser. Celle-ci en fait partie. C'est la collaboration de Richard Prince avec Louis Vuitton dans les années 2000. Alors évidemment, c'est extrêmement valorisant pour la marque Louis Vuitton de travailler avec des artistes mondialement connus, mais c'est aussi valorisant pour Richard Prince d'avoir eu un contrat avec une marque comme Louis Vuitton. En fait, ils sont tous les deux gagnants, c'est évident. Et pour le public, c'est un énorme coup de publicité pour Louis Vuitton de travailler avec des artistes comme Richard Prince ou d'autres. Hein. Ils en ont... Enfin, c'est une marque qui a l'habitude de le faire depuis des années. Il y a eu beaucoup de collaborations intéressantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien. Non, mais pour répondre effectivement à la question, et je trouve que c'est un bon exemple, Richard Prince, c'est pour nous, ce qui nous intéresse dans le travail des artistes, c'est le fait qu'ils sont concentrés 100% de leur temps à une pratique artistique. Ils passent tout leur temps à réfléchir à leur pratique. Elle a un début, une évolution, et elle continue. Et dans ce sens-là, pour une marque, de venir comme ça temporairement collaborer avec cet artiste, c'est une façon de faire rentrer chez eux cette recherche, cette pratique qui finalement, au sein des marques, et j'en fais partie au sein du studio, le rythme ou les recherches, elles sont beaucoup plus éphémères et il faut que ça aille très très vite. Donc c'est pour moi vraiment l'alliance de quelqu'un qui a un travail de fond et qui d'un coup vient... rentrer, insuffler dans la marque sa vision. On le voit, hein, bon, en l'occurrence, je ne connaissais pas cette campagne, mais voilà, effectivement, on retrouve la voiture sur laquelle est la femme, et Richard Prince a photographié, fait des installations autour des voitures. Ça paraît très simple comme ça, mais en réalité, c'est la légitimité, la possibilité pour Vuitton de faire une campagne comme ça, et surtout, s'il ne le faisait pas avec Richard Prince, on dirait de Louis Vuitton que finalement ils ont copié Richard Prince. Donc en fait il y a aussi ce besoin comme ça d'aller légitimer un propos. Bien sûr. Et dans ce sens-là, les collaborations restent un mariage entre deux entités. Voilà. Oui. Alors là, en plus, bon, là c'est plutôt de la direction artistique, mais quand Louis Vuitton s'est associé à Murakami, là, ça a été vraiment une conception de sac à main, de logo, etc. Donc on rentre plus dans le design de la marque. Et c'est encore autre chose, mais c'est un autre exemple. Et c'est intéressant parce que c'est 2008, donc voilà, il y a déjà un certain nombre d'années. Et on voit que la puissance des collaborations existe depuis, du coup, depuis très longtemps. Un certain temps. Depuis, alors, avant ça, il y avait, je sais pas, Saint-Laurent avec Mondrian. Ça, c'est les années 60. Bien sûr. Ça a toujours existé. Oui, tout à fait. L'appropriation du luxe et de... Enfin, c'est un mauvais mot, mais en vrai, voilà, du luxe et de l'art pour vendre et aussi pour les artistes. Hein, c'est un énorme coup de publicité, il ne faut pas l'oublier. C'est pas du tout mal perçu pour un artiste de travailler d'avoir de la commande. Hein. Bien au contraire, ils sont contents, ils gagnent de l'argent. Bon, c'est important. Oui, tout à fait. On avait dans nos préparations, il y avait d'autres exemples aussi. Alors ça, c'est une campagne que j'adore. Bon, c'est une artiste, d'abord, je suis complètement folle de son travail. Et je trouve que c'est très provoquant de la part d'une marque de make-up d'aller chercher une artiste comme Cindy Sherman pour faire sa campagne, une de ses campagnes de make-up où elle se travestit. On sort des codes de la beauté féminine classique pour vendre du eyeliner et des produits qui sont pas très chers parce que MAC c'est pas un annonce, enfin je veux dire c'est pas une marque très chère et moi j'ai trouvé que c'était une très belle collaboration. Je sais pas trop pourquoi Cindy Sherman. Je pense qu'elle l'a fait parce que c'est le côté provoque qui lui a plu, je pense. Voilà, mais elle était déjà très très connue à l'époque. Elle avait absolument pas besoin de travailler pour une marque, mais bon, c'est une très belle association. Enfin, moi, je trouve que c'est une des plus belles. Et on avait aussi un dernier exemple. Alors ça, c'est Jürgen Teller et Phoebe Philo. Donc, c'est il y a très longtemps. Alors lui, il a accompagné Phoebe Philo dans la direction artistique en l'aidant sur l'image de la marque.
Donc, il a réalisé des images moins sexualisées, où les femmes sont moins en train de jouer sur des positions voilà, plus compliquées. On reste dans des photos dans la rue. Enfin, là, c'est pas le cas, mais souvent, c'était un peu plus comme la photographie d'Jürgen Teller, c'est-à-dire plus in situ. Voilà. Et donc, il l'a accompagnée pendant 5 ans ou 4 ans, quand elle était chez Céline, pour faire toute son image. Et en fait, c'est assez beau de voir cette collaboration au long cours. C'est-à-dire que quand un designer, enfin, un DA, travaille avec un photographe pendant 5 ans sur son image, c'est sûr qu'à la fin, on en retire quelque chose de très fort. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, c'est sûr que c'est pas au coup par coup, quoi. Non, mais Jürgen Teller est un bon exemple effectivement de campagne à répétition où effectivement le mariage, moi je parle souvent de ce terme-là, avec le temps aussi prend une autre tournure, une autre couleur. Et là où c'est intéressant, c'est que Jürgen Teller récemment a eu une rétrospective au Grand Palais, Petit Palais éphémère. Et des images de campagne se retrouvaient dans l'exposition, qui était une exposition plus artistique. Donc quand d'un coup, à un moment, la bascule se fait dans l'autre sens, ou des images de pub se retrouvent dans une exposition, là on voit que l'écriture a été suffisamment développée et affirmée pour finalement arriver au statut d'image artistique. Moi, en ce moment, d'ailleurs, à la galerie, l'expo s'arrête demain. Donc, si vous avez l'occasion demain de vous précipiter pour voir, j'expose une photographe anglaise, mais qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, qui s'appelle Donna Tropp et qui est une grande photographe de beauté et qui a été une des premières femmes à photographier la femme complètement différemment, pas sophistiquée, avec des défauts. Et j'expose des polaroïdes et c'est une expo qui est sublime. Et en fait, toutes ces images viennent de la presse plutôt de la presse. Donc, il n'y a pas vraiment d'image personnelle. Et en fait, quand on regarde les images, on se dit, mais c'est fou comme dans les années 90, les magazines étaient créatifs et se permettaient des choses qu'aujourd'hui on oserait peut-être moins faire, probablement, mais je ne sais pas. Et pas te rasseoir, hein, Carole, si tu veux. Et justement, Carole, pour rebondir, comment tu travailles, toi, la mise en relation avec les artistes et les marques, parce que ça peut être parfois 2 univers différents qui veulent cohabiter. Comment ça se passe ? Alors nous, à l'agence, on est très organisés. Bon, déjà, ça commence par une grande force graphique, c'est-à-dire que nous, on a un site internet qui est mis à jour quotidiennement avec les nouveautés des photographes, etc. Parce que les clients vont beaucoup chercher, faire du sourcing. Et donc, à partir du moment où vous laissez vieillir vos images, ou si, je ne sais pas, si ça devient, si c'est des vieilles images, évidemment, vous attirez moins l'attention. Donc, le site, un Instagram qui est constamment rempli avec des posts, des stories, mais de haut de gamme. Hein, c'est jamais cheap, c'est toujours réfléchi à des moments donnés. Enfin, tout est orchestré. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on fait pas mal d'événements et des rendez-vous. D'accord. Ça, c'est mon travail. Continuer à essayer de maintenir des relations humaines et de rencontrer les gens. Même après le Covid, ça a été très compliqué parce que les gens sont restés un peu chez eux. Donc, c'est pas facile de prendre des rendez-vous et d'aller vers les gens et leur montrer et de leur proposer le travail des artistes qu'on représente et notre savoir-faire. Et faire des événements à la galerie. C'est pour ça aussi que j'ai voulu créer un espace où on peut se rencontrer autour de vernissages ou d'événements dans la galerie. Et enfin, ce qui attire aussi beaucoup les clients, c'est le savoir-faire que nous avons en production. C'est-à-dire qu'on représente des artistes, mais on les produit aussi, et on les produit d'une manière haut de gamme, à la mesure et à la hauteur de des attentes de nos clients. Voilà. Donc du coup, ils reviennent, normalement. Et toi, Aurélien, pour Etudes Studio, comment vous choisissez vos collaborations artistiques ? Et après, on a quelques exemples, donc on pourra y revenir juste après, mais comment se fait ce choix ? Nous, il part en général d'une réflexion sur la collection sur laquelle on travaille. Donc on a toujours une thématique chaque saison sur laquelle on échange avec Jérémy Aigri, avec qui je partage la direction créative. Et à partir de cette thématique-là, on
créer des liens avec des artistes dont on connaît en général le travail, qu'on a vu en galerie, en musée, dont on a acheté des livres. Parfois, si on a une relation plus longue haleine, parfois même on a même fait des studio-visites avec cet artiste, ce qui arrive parfois. Et donc du coup, à un tel moment, on décide d'activer l'artiste et de se dire, ok, ce travail-là va très bien marcher avec ceux qu'on est en train de réaliser en ce moment et va venir compléter en fait finalement la vision qu'on va développer pendant 6 mois, parce que c'est à peu près 6 mois le temps d'une création d'une collection. Et comme je disais, on fait rentrer le travail dans notre histoire et comme je l'ai expliqué, vu que c'est quelqu'un qui travaille au quotidien sur sa pratique, quelque part ça amène un coup de boost, un coup de force à la collection. Et c'est ce qui nous permet de faire des choix. Et puis la chance qu'on a dans la mode ou pas, je sais pas, mais en tout cas vu que c'est saisonnier, en fait il y a très régulièrement des possibilités d'inviter des nouveaux artistes, des nouveaux collaborateurs. Et c'est ce qui fait qu'avec les années, la marque a 13 ans, on a multiples collaborations maintenant. Mais c'est comme ça que les choix se font en tout cas. Alors, pour rebondir, j'ai oublié une chose importante. C'est nous, à l'agence, on travaille beaucoup en éditorial, en magazine. C'est-à-dire que les photographes, pour les développer et les faire connaître auprès de jeunes marques ou de marques plus anciennes, ou des directeurs artistiques, on leur fait faire des éditos. Voilà. Et du coup, c'est... Oui, bien sûr. Je comprends. C'est important. Oui, tout à fait. Voilà. Et si on revient par exemple sur certaines collaborations d'études studio, quand on avait préparé le talk, tu m'avais parlé de Claire Tabouret, justement, de cette collaboration actuelle. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur la genèse du projet ? Tout à fait, ça c'est la collaboration de la saison en cours, d'automne-hiver 2025. Là, typiquement, on travaille en ce moment, on a développé une collaboration autour de la thématique de la peinture fraîche, c'est le nom de la collection. Et donc naturellement, on a voulu travailler autour de la pratique du peintre, la pratique manuelle, le fait de la matière, la couleur. Et donc, on est très rapidement venu à penser à Claire Tabouret, dont on connaissait bien le travail, dont on avait vu plusieurs expositions, dont on avait des éditions. En l'occurrence, on ne se connaissait pas, mais par relation, on a pu échanger. Et il s'est avéré qu'elle nous a fait une confidence en nous disant qu'elle avait cité Etudes Studio comme une des marques qui avait fait une collaboration réussie par le passé avec un autre peintre qui s'appelle Henry Taylor. Et donc qu'elle serait ravie qu'on collabore ensemble. Et je pense qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était vraiment le rapport aux vêtements, le rapport au corps. Et donc imaginer son travail sur du vêtement, c'était quelque chose qui, et c'est souvent le cas pour plusieurs collaborations qu'on a faites, c'est vraiment ce support-là qui intéresse les artistes, parce que finalement, d'un coup, leur travail, qui est souvent soit en peinture, soit en sculpture, prend une autre forme, devient en mouvement. Et donc, elle, c'était ça qui l'intéressait. Mais en tout cas, la genèse a été vraiment cette thématique autour de la peinture. Et pour ce second exemple ? Et pour ce second exemple, effectivement, alors collaboration avec le New York Times. Alors là, pourquoi on le présente aujourd'hui, c'est parce qu'on considère cette association comme artistique. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu hybride de faire collaborer une marque avec un média. Et en l'occurrence, la raison d'amener le New York Times, alors ça date un petit peu maintenant, mais c'était vraiment l'idée on travaillait sur le temps et l'idée du quotidien, mais aussi de l'histoire. Donc on avait à la fois cette idée d'un magazine qui doit sortir tous les jours et qui parle du quotidien, des news. Et d'un autre côté, on parlait des ruines et de l'idée finalement du temps qui passe et de l'archive. Et donc naturellement, le New York Times nous a semblé en fait comme une évidence, un média qui pouvait à la fois était confronté en fait aux deux, à l'archivage et à la news. Et donc voilà, on les a approchés. Et il s'avère qu'ils étaient relativement bien organisés, étant américains. Et on a fait un licensing en fait, de leur logo, simplement. Et on est fan de cette typographie depuis des années. Et donc, on l'a apposé comme ça sur toute une série de vêtements. Et ça a beaucoup fait parler. Cette collaboration, c'est un peu un milestone pour nous dans notre historique. Il y a avant la collaboration avec New York Times et après la collaboration avec New York Times, parce que finalement, ça a un peu cassé le schéma. Oui, bien sûr. Et il y a aussi celle-ci, Wikipédia, un autre aussi axe. S'en est suivi effectivement la collaboration avec Wikipédia. Pareil, c'est dans les deux cas, c'est pas des artistes, New York Times ou Wikipédia, mais on considère cette association comme un peu
très artistique et nouvelle, parce que pareil, quand on l'a présenté dans le milieu de la mode, ça a complètement choqué, mais dans le bon sens du terme. Et là, tout simplement, l'envie de partager cette encyclopédie participative et de se dire pourquoi personne n'y a pensé, pourquoi personne a pensé faire quelque chose avec Wikipédia. Donc ça, c'est plus nous qui allons les chercher comme ça. Et puis c'était cette non-identité qu'ils ont. Ils n'ont pas vraiment de logo, ils n'ont pas vraiment de direction artistique. C'est pas une marque. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait, c'était cette dimension un peu générique et venir la poser comme ça sur des vêtements. Donc là, on voit une page de recherche. Et en fait, on a simplement tapé le nom du nom de la collection qui s'appelait Diffusion Illusion, et on a apposer la page de la recherche Wikipédia sur une chemise. Voilà, donc ça c'est une belle collaboration. Et puis enfin, Yves Klein. Alors ça c'est plutôt très historique pour nous, c'est qu'on utilise depuis le début de la marque ce bleu royal, ce bleu Klein. Et donc pour les 10 ans de la marque, on a contacté la fondation, l'archive Yves Klein. Et là, à notre grande surprise, en fait, ils ont accepté, alors qu'on les avait contactés déjà par le passé, mais on avait eu un refus. Et là, ils ont accepté parce que là, peut-être à l'inverse de Cindy Sherman, qui n'avait peut-être pas besoin, eux avaient envie de faire connaître leur artiste, Yves Klein, à un plus grand nombre. Pour moi, ça me semblait pas forcément un besoin. J'avais l'impression que tout le monde connaissait Yves Klein et ses monochromes bleus, entre autres. Mais en fait, il s'avère que c'est un artiste qui est pas si connu que ça et qui était, en tout cas, l'archive était ouverte à diffuser en plus grand nombre. D'ailleurs, c'est vrai que Wikipédia avait accepté aussi, d'ailleurs, pour cette raison, parce que Wikipédia, il faut savoir qu'il y a des pays où on peut pas, il y a des pays où ils peuvent pas se connecter à Wikipédia. Et donc, par le vêtement, on est arrivé, par exemple, nous, on vend en Chine. On arrivait à faire parler de Wikipédia dans des territoires où Wikipédia n'existe pas. Sûr. Et là, c'était un peu la même idée avec Yves Klein pour eux. C'était qu'on puisse, par la diffusion, là où on est revendu, faire connaître le travail d'Yves Klein, le travail autour du monochrome bleu, qui est un travail plus que clé dans l'histoire de l'art global. Et Études Studio, on parle beaucoup de vêtements, mais pas que. Oui, comme je disais en introduction, notre lien aussi avec l'art et ce qui nous décale dans le paysage des marques, c'est notre rapport à l'édition. Et depuis la création de la marque, on édite des livres autour de la photographie contemporaine. Donc on a un peu plus de 25, je crois qu'on est à 27 titres édités aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est aussi une collaboration avec un artiste, un photographe, une discussion autour une histoire à raconter. D'une série de travail, de photos nouvelles ou anciennes qu'on édite et qu'on met à partager à travers notre réseau. Et donc pareil, souvent ça crée des ponts parce que des clients rentrent par la marque à travers parfois le vêtement ou à travers l'édition, et donc du coup ça nous permet aussi comme ça de toucher plus d'audience. Oui, tout à fait. Et Carole, on avait aussi des exemples qu'on voulait partager de collaboration du coup Lambert. Alors ça, c'est une collaboration qu'on a eue avec Jacques Mus, moi je dis Jacques Mus, mais bon, avec Anaïk Lejar, qui est une photographe de l'agence, où il s'est inspiré beaucoup. T'as pas mis les... Bon, parce qu'il s'est beaucoup inspiré, il n'est pas venu la chercher comme ça, il s'est inspiré de son travail. Elle photographie beaucoup les objets sur des fonds blancs. Ça paraît idiot, mais elle le fait très très bien, d'une manière très moderne. Et il s'est inspiré de son travail. C'est pour ça qu'il est venu la chercher. C'est là où les créatifs, comme toi, vous êtes assez forts pour aller dénicher les talents, qu'ils soient connus ou pas connus. Parce qu'Anaïk Lejar, c'est une jeune photographe. Elle commence cette campagne, ça a propulsé son travail sur plein d'autres marques. Mais à la base, elle n'était pas très connue. Donc, moi, je tire aussi mon chapeau sur des gens comme toi ou qui allaient chercher des jeunes talents pour exécuter des idées. Alors, elle a évidemment amené une idée qui était la petite étiquette. Voilà. C'est très simple comme concept. On voit très bien le vêtement, on voit le produit et ça a très bien marché et pour la marque et pour elle. Voilà. Parce que derrière, on a eu beaucoup de contrats. Donc, on était assez contents. Voilà. Une autre aussi, assez intéressante. C'est une très grosse collaboration avec Grégoire Alexandre et Jean-Marie Weston. Donc lui, il a fait la direction artistique, la photographie, la vidéo pendant 2 bonnes années en collaboration avec la marque.
Donc même histoire, ils sont venus le chercher, ils ont vu qu'il y avait un profil créatif qui est Grégoire. Et Grégoire leur a proposé plein de choses et ils l'ont laissé faire en fait. Ils ont laissé Grégoire au fil des saisons photographier, filmer les produits pour Weston, voilà. Et ça a donné des campagnes d'images très fortes qui, je pense, ont beaucoup marqué les gens. Oui, tout à fait. Bon, après, enfin, je veux dire, Weston, c'est une petite cible, c'est pas des marques, c'est pas des grosses marques, mais bon, c'est quand même des marques de luxe assez connues. Oui, tout à fait, exactement. Et il y avait cet exemple aussi. Et alors ça, Ami, avec Valentin Abad. Alors Valentin, c'est un de mes photographes qui, lui, a un passé de beaux-arts. C'est un vrai artiste à part entière. Il sculpte, c'est un sculpteur de pierre et de bois. Du coup, Alexandre Matussi a utilisé son travail d'artiste et de photographe pour en faire une campagne accessoire, très belle, très chic, qui leur correspondait bien à tous les deux. Et j'avoue que c'est une très belle collaboration aussi pour les deux. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, pour conclure, il nous reste quelques minutes. Pour vous, c'est quoi une collaboration réussie pour demain ? Là, on a beaucoup parlé d'exemples passés, sur quoi les marques doivent accentuer ou en tout cas accélérer, sur quoi les artistes aussi peuvent s'appuyer pour que ça soit réussi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle une collaboration réussie ? Comment on le mesure ? Alors, je pense qu'une collaboration réussie, c'est quand les deux parties sont réellement impliquées. Je pense que ça, c'est un peu la base. Mais je le dis parce que c'est pas toujours le cas. Et ensuite, je pense que dans les nouvelles pratiques, je pense que c'est aller dans des nouveaux médiums. En fait, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de peinture, de photographie, de sculpture, voilà, qui sont des pratiques relativement intégrées maintenant dans la pratique artistique. Et je pense que c'est vraiment aller chercher dans des nouvelles façons de créer. Donc effectivement, oui, l'IA évidemment, mais ça peut être aussi la performance, ça peut être le participatif, ça peut être vraiment des choses qui sortent, je dirais, des formats qu'on connaît. Et je pense que c'est là où les enjeux pour des marques comme nous ou pour les créatifs, c'est vraiment arriver à avoir la vision de ce qui peut être nouveau sans l'être trop tôt, parce que c'est ça aussi parfois quand on propose quelque chose mais que c'est pas encore vraiment perceptible, on peut aussi faire un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ça, je pense, c'est vraiment une histoire de timing, mais c'est essayer d'innover, de penser à des nouveaux médiums et de se dire là il y a quelque chose qui se prépare et tentons-le et puis voyons comment le public réagit. Et je pense que c'est ça le but de demain, c'est l'innovation, je pense. Et nous, nous à l'agence, on y travaille. Et on travaille beaucoup sur l'IA, parce que ça fait complètement paniquer les jeunes photographes. Et en fait, on vient de faire une série très belle qui mélange photo et IA, qui réchauffe un peu les cœurs, je trouve. D'accord, parce que ça réconcilie... pour Pop Magazine, et qui est une série très créative. Qui est très réaliste, elle est très belle. Bon, je ne peux pas vous la montrer, mais vous pouvez aller la voir, elle est sur mon site, avec Reto Schmidt. Et en fait, c'est une très belle série. Et nous, nos clients nous demandent comment travailler avec l'IA, est-ce que vous avez des artistes qui travaillent avec l'IA ? Voilà, c'est du quotidien. Donc oui, ça peut être effectivement c'est l'avenir. Hein. D'accord. On ne peut pas se le cacher. Et Aurélien, je rebondis juste sur ce que tu disais avant. Tu parlais qu'il faut toujours être un peu en avance aussi, mais pas trop, parce que parfois ça arrive trop tôt. Est-ce que vous avez des exemples de collaboration peut-être lancées ou pas, où tu as senti que peut-être que vous étiez un cran en avance peut-être sur ce qui était attendu ? Oui, je pense que c'est souvent le cas, malheureusement. C'est-à-dire que... en fait, je parlais tout à l'heure d'un avantage de la mode à être
de se régénérer tous les 6 mois, donc ça c'est le cas. Mais en fait, en réalité, souvent on nous parle d'un projet 2 ans après, mais en fait il n'existe plus, il est plus achetable en fait. Donc est-ce que c'est qu'on est allé trop vite, ou en tout cas au moment où on l'a sorti, il n'a pas créé suffisamment un impact pour que le client le consomme à ce moment-là, parce que souvent on nous dit ah oui mais j'ai vu ce truc-là, est-ce que vous l'avez toujours? Non, on l'a plus malheureusement. Donc il y a ce rapport-là, il y a aussi faire des collaborations qui créent une immédiateté, un désir assez immédiat, et pas quelque chose qui est dans les nimbes des images et qui va finalement avoir un impact que quelques années plus tard. Donc ça peut être quelque part un défaut. Maintenant, c'est un peu l'idée pour nous aussi de toujours proposer de nouvelles choses. Donc on n'est pas toujours pile poil dans le bon timing. Mais c'est quelque chose quand même qu'on essaye d'intégrer de plus en plus maintenant pour se dire que quand ça sort, ça aura un impact immédiat. Très bien. Alors vous l'aurez compris, l'art et la culture, c'est vraiment un axe de narration pour raconter des histoires, un axe de désirabilité pour la marque aujourd'hui et pour demain. Et ça apporte beaucoup de créativité. Le secteur de la mode est un secteur qui est challengé aujourd'hui. Et tout cet apport créatif, justement, de par aussi toutes ces collaborations, est extrêmement important. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Aurélien, merci Carole pour cette discussion très intéressante. Merci beaucoup.